Alors, comme je vous le disais, euh, on est venu ici il y a une dizaine d'années pour vous parler de notre expérience chinoise telle que nous l'avions vécue. Ah, ça c'est pas moi, voilà. Euh, c'est pas une expérience exotique, c'est quelque chose qui est vraiment le fondement de notre pratique aujourd'hui, qui nous a posé beaucoup de questions. On en parlera en introduction de cette conférence. Le sujet aujourd'hui est plutôt de parler du rapport entre la forme et la matière et de réaliser comment l'environnement, au sens de l'environnement naturel et de l'environnement culturel, peut influencer nos parties de projet et comment il participe à la matérialisation de nos idées. Alors la Chine, je vous le disais, pour un premier projet qui se positionne dans un parc naturel, le mont Tianzhu, et qui a pour but la réalisation d'une maison de thé et d'un restaurant en altitude. Cette maison de thé restaurant doit prendre la place en fait d'une infrastructure un peu vieillissante et complètement abandonnée dans un site qui est un site à forts enjeux. C'est un parc national classé à l'UNESCO. Il y a autour de ce mont toute une légende taoïste qui est très ancrée régionalement et donc il faut s'y appliquer avec soin. Et dès lors, il nous a paru pertinent de questionner le rapport que l'homme et que l'architecture entretiennent dans toute l'iconographie taoïste, donc tout le travail des estampes. Et ce rapport, en fait, il est assez subtil, puisqu'on y voit, à la différence de beaucoup de peintures occidentales, que la place de l'homme dans cette peinture est relativement mineure. Il fait partie du grand tout, et que l'architecture, qui est quasiment invisible ici, elle aussi ne cherche pas à prendre le pas sur la nature, elle va au contraire, par les rapports d'échelle, par les gesticulations de toiture qui vont être représentées là, s'accommoder de cet environnement et vont chercher à s'intégrer plutôt qu'à s'imposer. Et c'est cette philosophie que nous avons adoptée dans le cadre de la mise en forme de ce projet, que vous voyez ici au bord de ce lac artificiel, de ce barrage, dans une logique presque topographique, hein, une logique d'effacement d'un bâtiment qui prolonge les courbes de niveau, qui vient s'encastrer dans cette montagne, qui vient prolonger le profil de cette colline, avec une géométrie qui est très difficilement identifiable, très difficilement descriptible, constituée d'une série de facettes qui viennent fractionner les ombres et la lumière, de même qu'en plan, où l'identification, en tout cas la lecture du plan est pas forcément évidente, avec une partie haute, une partie basse qui vient s'encastrer dans la montagne, et toujours chercher cette relation au plus proche de la nature, cette tension qu'il existe en partie haute avec la roche contre laquelle on vient tout juste pas s'adosser, mais presque, et cette proximité à l'autre élément naturel que représente l'eau ici, en venant chercher le contact en porte-à-faux. Ce projet, donc, qui, par ses gesticulations, vient s'intégrer dans ce grand profil du territoire de la montagne et définir des lignes brisées pour s'intégrer. Mais plus que le projet à proprement parler, ce qui est intéressant, c'est l'ensemble des conditions qui ont conduit à sa réalisation. Un chantier qui a duré 3 ans par des périodes saisonnières, donc en montagne, comme je vous le disais, ou avec un village, un camp de base, on va dire, qui n'est uniquement accessible que par des télécabines, et un cheminement à pied depuis ce village jusqu'à la première étape que constitue la maison de thé, par des cheminements très accidentés, très étroits, voire même, dans le cadre de la construction, la réalisation de cheminements temporaires pour acheminer les matériaux. Vous comprenez dès lors le choix qui a été fait de construire en béton, pour la raison très simple que l'on peut acheminer le ciment par des petites unités, soit par transport humain, soit par transport animalier, pour la réalisation de ce bâtiment qui est une coque de béton brut. Vous comprenez aussi la dimension de ces fenêtres, très petites, 80 cm par 80 cm, aisément transportables, dans des conditions de chantier où il faut bien comprendre que là, on est dans la campagne chinoise, enfin dans la montagne campagne chinoise, que le bâtiment va être construit par des gens qui ne sont pas sachants, qui sont des paysans la plupart du temps, et qui, de manière saisonnière, viennent participer à la construction de ce bâtiment, avec un équipement relativement rudimentaire, des barres de bois, des barres à mine pour réaliser les terrassements,
éventuellement trouver les étaiements sur place pour réaliser les coffrages et réaliser l'intégralité de ce bâtiment avec ce que vous voyez ici, une simple et unique bétonnière, avec un travail très soigneux néanmoins de ces paysans de la plaine qui sont de très très bons charpentiers. Et vous le savez, pour faire un beau bâtiment en béton, il faut avant tout des beaux coffrages. Et pour cela, on leur est redevable, effectivement. Ce bâtiment qui est ni plus ni moins qu'une grotte, une sorte d'extension naturelle, enfin une extension artificielle, pardon, de la montagne, qui développe ce langage assez fermé en partie haute, ponctué de petites ouvertures, et ce défilé où on passe au travers du bâtiment dans un parcours continu, depuis le plateau haut jusqu'au plateau bas, traverser le barrage et continuer son chemin en direction du parcours et du mont Tianzhu in fine. Un second projet aussi assez intéressant qui se positionne cette fois dans le centre historique de Pékin, dans la deuxième couronne, dans ce que l'on appelle les Rutong, c'est-à-dire la structure urbaine qui accueille ces maisons à cour carrés, qui aujourd'hui sont complètement cannibalisées par une architecture informelle, ou en tout cas non planifiée. Vous arrivez à deviner parmi cet enchevêtrement de construction les structures anciennes. C'est le résultat de migrations internes, de bouleversements sociaux et donc d'un exode rural massif qui a conduit à la transformation complète de la substance urbaine. Dans le cadre de ce projet, qui est un tout petit projet, une micro-architecture, il s'agit de re-questionner le bâtiment existant et sa cour, pas par des grands gestes, pas chercher à restituer la cour d'origine, mais de venir retrouver, on va dire, l'essence des qualités qui sont relatives à la typologie de base, avec, on retrouve à plus petite échelle, une cour carrée aux limites bien définies et un petit bâtiment, vraiment une acupuncture, un élément d'acupuncture qui vient se glisser entre des constructions existantes, qui vient révéler la qualité et la beauté des bâtiments existants et qui vient recréer une nouvelle condition en s'inspirant bien sûr de spécificités locales, ici le Palais d'été, au tout juste nord de Pékin, et cette particularité dans le traitement de l'art de jardin chinois, de ces fenêtres de jardin fantaisistes qui sont ici réintégrées, citées, sans mimétisme, mais qui s'inscrivent dans une sorte de filiation, en tout cas d'attention vers des typologies d'intervention que nous re-questionnons. Mais pour autant, ces petits projets, ou en tout cas ces projets, ne sont pas révélateurs de la réalité territoriale qui se passe en Chine, enfin qui se passait en Chine à l'époque, qui se passe toujours, mais à une échelle, en tout cas à une rapidité peut-être un peu moindre ces temps-ci, d'un développement urbain qui était massif, essentiellement centré sur le développement de l'industrie et des infrastructures, sur un modèle moderniste de zoning, de développement d'infrastructures, de manière massive, sans prise en compte des spécificités territoriales, sociales ou climatiques. Ici, on est dans le sud de la Chine, à Foshan, donc c'est un climat subtropical. Vous voyez ici la superposition abrupte du futur plan urbain, des îlots qui sont des îlots qui font 500 mètres par 500 mètres et qui s'appliquent de manière uniforme sur les villages, sur des champs de céramique, sur toute autre structure préexistante sans prise en compte. C'est par ailleurs des blessures irréversibles sur le territoire, avec ce que ça engendre au niveau social évidemment, mais également au niveau environnemental, des situations de pollution extrême, ça vous en avez entendu parler à de nombreuses reprises. Tout ça dans une course effrénée vers la modernité, une sorte de fantasme de la standardisation. Ici, un village de pêcheurs, ça n'a pas l'air, mais c'en est un, dans la ville de Qingdao, et vous voyez cette architecture complètement désincarnée, dont on ne sait vraiment deviner quelles ont été les références convoquées ici, manifestement pas chinoises, encore moins régionales, mais qui concourent en fait à une perte réelle dans les savoir-faire et dans les spécificités locales. Cette image, elle est tout à fait révélatrice de la synthèse de l'état actuel, avec des laissés pour compte qui n'ont pas forcément toujours pris le train de la modernisation. Peut-être ils sont les plus heureux. On y voit ici le reliquat d'architecture ancienne, en terre,
une première phase de construction, manifestement des années 90, qui est déjà en phase de destruction pour accueillir ce nouvel élan de modernité. Et donc, face à cette expérience quotidienne et très intime, parce que la majorité des terrains de projet qu'on a expérimentés ne sont pas en ville, dans des lieux fantastiques. On est plutôt dans cet environnement-là de travail. Nous a posé énormément de questions sur le sens de la modernité à proprement parler, non pas sur la responsabilité que nous avons, nous, en tant qu'architectes, parce qu'on n'est objectivement pas les grands acteurs de ces grands bouleversements, mais néanmoins, on a un rôle à jouer dans tout cet écosystème, et de se questionner effectivement sur la bonne posture à adopter et la posture mesurée, disons, ou en tout cas consciente, envers les dommages irréversibles que des décisions un petit peu trop radicales peuvent engendrer sur l'avenir d'une société. Ça a conduit à effectivement un travail de recherche très fourni qui a abouti à cette publication, Terre chinoise. Ce n'est pas un photomontage, c'est une vraie photo, donc par mon associé Marlène Leroux, qui a cette publication aux éditions Métis Presse. Et pour ma part, en fait, le retour sur le banc de l'école de Chaillot, l'école des monuments historiques, avec un engagement sur l'art de bâtir et le rapport qu'entretiennent effectivement les formes, la matière et les mises en œuvre. Avec des premiers travaux en zone rurale, où la pierre effectivement est au cœur du sujet, de la pierre de champ, la pierre qui n'est pas noble, et très vite ce travail sur la pierre massive à l'occasion d'un premier projet. En Chine, nous avions réalisé une série de 3 petites tours comme ça de 50 mètres de haut. Fernand Pouillon avait démontré en Algérie la faisabilité de construction de grande hauteur en pierre massive. Et dans le cadre de ce concours qui a été remporté, maintenant il y a un petit moment, par Vassal et Lacaton à Genève, nous avions émis l'hypothèse d'une construction en pierre massive porteuse, exclusivement, en granit, qui développait cette architecture très simple, très rationnelle, mais néanmoins très puissante, d'une architecture en pierre massive porteuse à grande échelle. Et ce questionnement, cette obsession, disons, sur la refonte nécessaire des modèles, c'est pas une simple lubie d'architecte, c'est de manière plus globale, on va dire, une vraie question de société auquel nous sommes confrontés, qui pousse en fait à se questionner sur la nouvelle manière, en tout cas, de développer l'environnement bâti. Et dans ce cadre, nous sommes attachés à développer un travail sur les matériaux naturels, et plus particulièrement la pierre massive, qui nous fascine et qui nous enchante pour toute une série de raisons. En premier lieu, parce que l'histoire de l'architecture nous révèle qu'elle est la pérennité par excellence, et qu'elle a la capacité, la souplesse, on va dire, de pouvoir s'adapter tant aux besoins, aux usages, aux transformations qu'aux styles de chaque époque, et que son usage, en tout cas, n'est en rien un frein à une quelconque expression architecturale. C'est une ressource qui est disponible en abondance, et là on est face à un premier paradoxe. Elle est de partout, en grande quantité, mais elle est très difficilement accessible. On y reviendra à la fin de cette présentation. Ces détracteurs l'accusent d'être une matière, disons, liée à l'extractivisme, à la transformation de l'environnement naturel. C'est juste sur le principe, effectivement, ce n'est pas une matière renouvelable, néanmoins c'est un matériau qui est remployable dans un cycle qui est absolument vertueux de remploi, que vous voyez ici, développé dans la thèse de Stéphane Ozerbi, d'un remploi qui lui aussi se passe, disons, sur le temps long. Un des meilleurs exemples que vous connaissez peut-être, l'abbatiale de Cluny, qui était jusqu'à la construction de Saint-Pierre de Rome, donc pendant 4 à 5 siècles, le plus grand édifice de la chrétienté, dont aujourd'hui il ne reste rien, ou presque, en tout cas si peu, quelques fûts de colonnes, un bout de narthex, un bout de transept, mais rien d'autre. Tout ça pour la simple et bonne raison que ce vaste édifice, là on voit l'église, mais il y a toute l'abbatiale, en fait a servi de carrière ouverte. Aujourd'hui, la ville de Cluny est intégralement, est en grande proportion réalisée avec les pierres de l'édifice disparu. Donc on voit ici aussi la capacité de ce matériau, de par la pérennité intrinsèque de cette matière qui est solide, sa capacité à s'adapter dans le temps et à prendre d'autres formes.
Bien sûr, aujourd'hui, on ne construit plus en pierre comme à l'époque des cathédrales. On profite aussi des apports intéressants de l'industrialisation du bâti. En premier lieu, des processus d'extraction et de façonnage qui permettent aujourd'hui de battre en brèche l'idée que construire en pierre ou construire en matériaux naturels, c'est plus lent, ça ne rentre pas dans les cadences des chantiers aujourd'hui. Ça n'est pas le cas, c'est une idée fausse. Et déjà à l'époque, Fernand Pouillon en faisait même carrément donc là c'est Deir el-Saada, c'est en Algérie, en faisait même un argument promotionnel. C'est aussi de se rappeler que la construction en pierre massive au sortir de la Deuxième Guerre mondiale était une des hypothèses crédibles, qu'il y a des centaines et des centaines de quartiers, pas tous réalisés par Fernand Pouillon, mais par plein d'architectes anonymes et moins anonymes, qui se sont développés en région parisienne, dans le sud de la France, en tout cas à proximité des ressources de bonnes pierres à bâtir, et qui effectivement a été une des hypothèses exploitées dans les toutes premières phases de reconstruction et qui a finalement été abandonnée au profit de la préfabrication lourde, qui avait le mérite de pouvoir réindustrialiser le pays. Alors, ce projet, en fait, se passe dans un contexte patrimonial. Donc, l'usage de la pierre ici fait tout son sens. C'est dans le cadre de la transformation et extension d'un ancien couvent capucin en résidence d'artistes, avec une partie d'intervention liée au bâtiment existant à proprement parler, et une extension sur jardin d'une grande galerie en pierre massive porteuse qui développe ce langage à cheval entre une installation paysagère et un bâtiment qui vient s'inscrire dans le jardin et qui vient en reconstituer les lacunes en reprenant des codes de géométrie, ici le quart de rond sur la terrasse, pour venir s'intégrer et créer un lien fort avec la géométrie du jardin. Et parfois, non, sans prendre une distance, en profitant notamment des caractéristiques particulières de la pierre que nous utilisons ici, qui est de la pierre de Hauteville, donc qui est sourcée à, je dirais, 80 km du site. Là, on est dans le Jura. Une pierre qui est une pierre extrêmement dure et qui nous permet de sortir des blocs de pierre de très très grande dimension, monolithiques, de 2,50 m de haut pour ceux-ci, qui sont donc les colonnes du support de la galerie, et qui viennent ici constituer des éléments uniques dans une logique d'assemblage très simple. Et ce jeu de pivoter la colonne pour révéler en fait son autonomie par rapport au système de linteau que vous voyez en partie supérieure, mettre en valeur cette notion d'assemblage, d'empilement de cette pierre bichromique qui est vraiment très très belle, et de révéler aussi, par le biais du calpinage, l'ensemble des éléments qui sont constitutifs de cette galerie. Ici, par exemple, l'escalier que l'on voit se profiler en fantôme dans l'assemblage des pierres. Vous le voyez ici, avec, dans le cadre des travaux d'aménagement intérieur aussi, et des percements qu'on a réalisés, la déclinaison de ce thème de la colonne en carré sur pointe, cette relecture d'un principe très simple, qui est la fenêtre à meneaux. Fenêtre à meneaux qui, au Moyen-Âge, avait l'habitude d'être sculptée, d'être ornée, qui ici, évidemment, ne l'est pas, mais qui, elle aussi, par cette orientation différente de son encadrement, affirme l'autonomie de cet élément, un élément qui, du fait de la résistance très, très importante de cette pierre, nous permet d'avoir un élément extrêmement fin, qui fait 16 cm par 16 cm sur 2,70 m de haut, et qui est le support du linteau. Et vous voyez ici, dans cette photo intérieure, en fait, l'une des origines de ce travail que l'on a décliné du travail sur le carré sur pointe, ou comment un fragment d'un élément, d'un bâtiment existant peut devenir un thème de projet à proprement parler, qui vient s'inscrire en cohérence entre le bâtiment existant et l'intervention future. Le second projet, ici présenté, donc à une toute autre échelle, qu'on a réalisé donc, avec Gilles Perrodin, deux immeubles de logement qui développent donc 8000 m² de surface de logement. C'est un bâtiment de grande échelle, intégralement réalisé en pierre massive porteuse, c'est-à-dire que 100% de la structure porteuse est en pierre massive, ce qui implique évidemment des volumes de pierre assez conséquents et qui de suite pose une question
fondamentale d'accessibilité à la ressource. Vous le verrez, c'est un thème qui est un vrai thème dans cette conférence, parce que c'est un vrai sujet, dès lors que l'on travaille avec la pierre. Alors la Suisse, on est tout au bout, mais on est quand même en Suisse, à Genève. Elle est, comme sur la carte que je vous ai présentée avant, riche d'une variété de pierres très distinctes qui, en théorie, peut nous permettre de répondre à peu près à tous les besoins, tous les usages, du granit, du calcaire, de la molasse, tout va bien. Et ici, vous avez la carte des carrières de pierres d'extraction, pierres de taille, en 1915, hein, vous le voyez, une très très forte densité aux abords des massifs montagneux, évidemment. Et vous avez ici la carte, 100 ans plus tard, du nombre de carrières qui sont encore aujourd'hui en exploitation. C'est une division par 100 du nombre de ressources potentielles. Vous comprenez donc là la difficulté de pouvoir accéder à des pierres de construction. Je vous parlais tout à l'heure de ce paradoxe entre une ressource abondamment disponible mais très difficilement accessible, et vous le voyez ici. Et dès lors, en fait, ça nous oblige à élargir le champ de la recherche, de s'extraire de la condition de la nationalité, hein, de bien faire le distinguo entre ce qui est de l'ordre du national et ce qui est de l'ordre du local, et de considérer notre rayon d'action pour avoir recours à des pierres massives, en tout cas dans nos régions. Vous le voyez, c'est pas exhaustif, mais c'est quand même assez détaillé, et finalement, même à cette échelle-là, on se retrouve relativement vite contraint. Ça nécessite donc pour des bâtiments de cette dimension une grande planification. C'est pour autant possible, comme vous le voyez ici, avec donc ce projet qui se développe avec des bâtiments qui vont jusqu'à Ré+7, jusqu'à 27 mètres de haut, et qui trouvent leur résolution dans ce schéma structurel. Tout ce que vous voyez ici, donc en rose sur le plan, ce sont la pierre massive porteuse, comme je vous le disais, un système de couronnes qui s'emboîtent comme des poupées russes, de voiles porteurs en couronne, et qui développe ce plan qui est en fait un plan très simple, composé d'anneaux, avec une circulation commune, un anneau de service, et puis un anneau de pièces de vie, creusé dans la masse. Vous reconnaissez ici les loggias qui ramènent le clair de vitrage dans la profondeur de l'édifice, qui fait quand même 21 mètres de profond. Donc vous voyez ce plan qui finalement est un plan qui a recours à des matériaux naturels avec toutes les contraintes structurelles et l'exigence de rationalité que ça implique, mais qui est néanmoins un plan libre puisque toutes les cloisons perpendiculaires à ces éléments structuraux sont complètement libres pour finalement définir ce schéma où distribution, disposition et structure ne font qu'un, et propose cet aménagement en fait que l'on a pu dans chaque montée d'escalier faire varier en fonction des nécessités spatiales. Et vous voyez ici transposé sur le chantier ces trois couronnes, hein, on retrouve nos trois petits, 1, 2, 3, la couronne de façade dans une logique d'assemblage très simple, hein, très évidente, avec ce travail qui est le travail fondamental du plan de calpinage, cet élément qui est vraiment le document de synthèse entre des enjeux architecturaux, de composition de façade, d'ouverture, des enjeux d'ingénierie, puisqu'il y a les questions sismiques, il y a les questions de stabilité, mais il y a les questions aussi de sismique qui rentrent en jeu, avec ici donc un édifice, comme je vous le disais, qui est en pierre massive porteuse, mais dont l'intégralité des contraintes sismiques et structurelles ne sont réglées que par la pierre massive, c'est-à-dire le dimensionnement de la pierre, c'est-à-dire la dimension des recouvrements, des dimensions d'assises. Tout cela concourt en fait à la réalisation d'un édifice qui, au final, est excessivement primaire, très simple en fait, mais qui intègre en lui-même toute une série d'éléments dimensionnels lui permettant de résoudre des problématiques normatives très complexes. Avec, et aussi il faut le savoir, cette évolution constante du calpinage, je vous montre ce document parce qu'il est intéressant aussi de réussir à entendre ce que la matière nous dit et de ne pas forcer les choses pour réussir à développer le système qui est le système le plus cohérent au regard de l'usage de ce type de matériaux.
Vous voyez sur votre gauche ici l'image de concours et à votre droite l'image réalisée avec des grandes différences. La première étant que dans le concours, on avait imaginé avoir un mariage entre deux pierres. Il se trouve que dans les modélisations sismiques et le comportement en fait de l'ouvrage, si on voulait vraiment qu'il soit en pierre massive porteuse et que la pierre résolve l'intégralité des problématiques, eh bien, on a des conflits entre une pierre qui est très tendre et une pierre qui est très dure. Et donc tout cela pousse à chercher une homogénéité dans le fonctionnement même de l'édifice et nous encourage à l'usage d'une pierre unique, ou en tout cas d'un type de pierre unique. Parce que quand on est confronté à un volume de 2200 mètres cubes de pierre, on a la nécessité, et on retombe encore sur cette question de la ressource, d'être très vigilant sur le lieu dans lequel on peut se fournir. Et dans le cadre de ce projet-là, on a 3 pierres différentes. 3 pierres qui sont choisies, pas au hasard évidemment, mais qui répondent à des contraintes spécifiques. Des localisations dans l'ouvrage, des sollicitations à des agents climatiques, le gel, l'humidité, etc., ou des problématiques purement structurelles, résistance. Tout ça donc pour réaliser un ouvrage qui au final est très cohérent, très homogène, mais vous voyez apparaître, notamment parce que nous avons recours à du calcaire, des éléments qui sont des éléments techniques et d'architecture, qui sont ces bandeaux filants, qui ont pour but de renvoyer l'eau, de limiter l'érosion des surfaces de cette pierre qui est donc une pierre calcaire, mais qui en même temps participe à l'écriture de ce bâtiment et à la scansion des différents étages. Vous voyez aussi ici une différence dans le traitement des ouvertures avec des franchissements simples, plutôt étroits, et des franchissements plus généreux, je ne sais pas si vous le voyez ici, mais sous la forme d'arcs plats, de plates-bandes qui permettent des franchissements un peu plus importants. Alors pour ceux qui ne savent pas, le cycle de l'extraction se fait en front de carrière pour, dans un premier temps, extraire des blocs marchands, blocs qui vont être généralement façonnés à proximité ou, dans notre cas, carrément dans la carrière par une usine de production. Vous voyez l'ensemble des blocs numérotés et repérés, avec quelque chose de très important dans ce cadre-là, c'est le retour du contrôle du plan de fabrication par l'architecte. Ce que vous voyez ici, c'est ni plus ni moins que le document que l'on développe depuis les premières phases de projet, qui est ce plan de calpinage. Et vous voyez de manière très simple l'évolution de l'édification du bâtiment, en tout cas de la production de ce bâtiment, qui se fait, où le plan de production, le plan de fabrication du bâtiment et le plan de l'architecte, avec évidemment toutes les responsabilités que ça implique, mais également aussi toute la possibilité de contrôle et de contrôle de la garantie de la qualité qui en découle. Avec un autre enjeu en parallèle, c'est que gros volume de pierres, ça veut dire un très grand nombre de pierres, c'est 10 000 blocs à localiser, à stocker, à retrouver, à mettre en œuvre, et donc une logistique de chantier qui est aussi assez phénoménale dès lors que l'on aborde cette échelle de bâtiment. C'est aussi parce que, comme je vous le disais, on profite aussi des apports intéressants des technologies actuelles. C'est aussi ce rapport entre l'homme et la machine où, même si on utilise ces machines, le recours à la main reste nécessaire pour corriger les erreurs ou les imprécisions de ces machines numériques. C'est aussi la coexistence d'un même principe, c'est-à-dire la découpe de la pierre, mais qui vient à la fois renvoyer à l'histoire, dans une histoire des formes un peu plus traditionnelle, ou en même temps, par le même jeu de la découpe, venir intégrer des dispositifs qui sont en tout point contemporains, ici en l'occurrence, un caisson de store électrique. Donc vous voyez que la même action renvoie aussi à une modernité qui peut être tout autre. C'est aussi comprendre et faire comprendre surtout, principalement à son maître d'ouvrage, que ceci n'est pas un défaut, mais que ceci justement participe de la qualité de l'ouvrage, qu'il y a là l'histoire de la fabrication de cet édifice contenu dans ces éléments sédimentaires et que ça participe de l'unicité ou en tout cas de la qualité même de cet ouvrage. Tout ceci n'est qu'une question de distance, hein, puisque, et c'est aussi ça qui en fait sa beauté, c'est qu'au tout près, on est émerveillé par des microphénomènes de concrétion de petits coquillages, et au lointain, pourtant,
on a cette image homogène et très digne, renforcée par cette composition très rigoureuse et répétitive, très rationnelle, de fenêtres, de baies, où vous retrouvez là aussi, et c'est pas par hasard, cette dimension de 1 mètre qui autorise un franchissement simple, tandis que les plus grands franchissements, comme je vous le disais, sont réalisés en plate-bande. Une mise en œuvre, là aussi, illustrée d'une grande simplicité. Vous voyez, pas de goujon, pas de complexité dans les articulations ou dans les connexions. C'est une pierre, un lit de mortier, une pierre, et ainsi de suite. Alors évidemment, quand on voit cette simplicité, on comprend, et là c'est donc un diagramme comparatif qui avait été réalisé dans le cadre de l'exposition sur la pierre au pavillon de l'Arsenal, en partie haute, la succession des étapes et des matériaux qui sont convoqués dans le cadre de la réalisation d'un mur en béton armé, et puis en bas, la même chose mais pour un bâtiment en pierre massive. Donc on imagine bien la performance écologique, c'est pas compliqué à comprendre, qui est liée à l'usage de ces matériaux. Et c'est pas nouveau, hein. Je veux dire, déjà dans les années 50, ou en tout cas au lendemain de la guerre, Pierre Noël, le bien nommé, avait écrit cet ouvrage, donc La pierre, matériau du passé et de l'avenir, pour l'école des travaux publics, et s'étonnait déjà de la fascination de ses contemporains pour l'usage du béton armé, de cette poudre magique, alors qu'il avait réalisé lui-même ce comparatif. Alors, la question écologique n'était pas au cœur du débat, c'était une question liée à la crise énergétique. Enfin, on comprend bien que les deux sont liés. Et pour autant, comme je vous le disais, il a été choisi la préfabrication lourde plutôt que la reconstruction avec des matériaux naturels. Alors on parle beaucoup des extérieurs évidemment, mais comme je vous le disais, le bâtiment est intégralement réalisé en pierre massive. Donc dans les intérieurs, en tout cas pour les éléments structuraux, on retrouve la pierre ici en contact avec d'autres matériaux évidemment, dans une approche de la réalité constructive où chaque matériau est identifié de manière brute, et c'est la matière à proprement parler qui donne les teintes pour créer un ensemble cohérent, avec donc de la pierre massive, du bois massif, des éléments d'inox brossés, et puis le béton brut. Tout ça vient dialoguer ensemble, se collapser, avec en intérieur effectivement la présence de la pierre massive, et c'est là qu'on peut bénéficier de sa performance en termes de confort, dans la capacité d'inertie, et donc le déphasage qu'elle propose, et en même temps, comme c'est une pierre calcaire, la question du réglage en fait, de l'hygrométrie intérieure pour un environnement confortable. Pour autant, et surtout dans nos latitudes, on ne peut pas faire l'économie d'avoir un bâtiment qui est performant énergétiquement. Et donc les façades sont doublées, vous le voyez ici, avec un soin sur les détails de construction qui vont être réalisés dans l'enveloppe. Et là aussi, la coexistence d'éléments doublés, d'éléments bruts, qui rendent très lisibles les éléments de construction dans le cadre de ce projet. Un autre projet, cette fois en centre-ville de Genève, un projet pour du logement social et une arcade pour des personnes en grande difficulté psychique. C'est un bâtiment qui est donc en centre-ville, au bord du Rhône, qui est localisé dans un ancien quartier industriel de la fin du 19e, un quartier avec donc l'usine des forces motrices, les usines à gaz, des manufactures horlogères, et puis ce petit bâtiment, vous voyez, qui est mitoyen d'un autre bâtiment inscrit à l'inventaire. Ça ne s'invente pas, c'est une chocolaterie. Et ce bâtiment, donc, qui développe un langage qui est complètement différent du précédent, qui est construit en pierre massive et en bois, mais qui néanmoins, du fait de son inscription dans un quartier à la nature complètement différente, développe un principe structurel et donc une écriture architecturale distincte de l'autre. On y développe, et comme vous le voyez ici, un principe de grille structurelle porteuse, donc cette fois une architecture faite d'éléments ponctuels et non plus d'éléments de minéralité, avec ici un marquage du socle au niveau du rez-de-chaussée. On y voit les relations de voisinage, en tout cas de familiarité, entre des dimensions relatives aux bâtiments existants et notre nouvelle proposition, qui s'en éloigne, mais qui, par le jeu des teintes et par le jeu des dimensions, vient aussi chercher quelques éléments de résonance avec son contexte.
le plan de calpinage, évidemment au cœur du travail, avec, et vous le voyez ici, une particularité, là aussi une différence avec le projet précédent, où on est quasi systématiquement cette fois sur des grands franchissements. Une logique d'arche qui a fait l'objet du coup d'un travail très très intéressant et très poussé avec les ingénieurs civils. C'est aussi dans le cadre des travaux que nous menons, cette redécouverte, on va dire, de cet art de bâtir, en tout cas surtout pour les ingénieurs civils qui sont parfois décontenancés par ces approches. C'est un travail vraiment très intéressant d'aller-retour entre de la calculation, du bon sens, et souvent ce bon sens il est matérialisé soit par des constructions très pragmatiques, des tests 1-1, ou renseignés dans toute une série de précis d'architecture ou de documents sur lesquels on peut s'appuyer et pour lesquels, vous le voyez dans le cadre de ce document-là, on a procédé à des analyses comparatives afin de réussir en fait à réaliser un franchissement qui s'inscrivent en fait dans cette grande histoire du précis d'architecture, mais qui en même temps bénéficie de la compréhension et de la performance des calculs actuels. Tout un travail sur la définition au degré près de cet angle de clé de voûte, de sorte à réaliser un élément qui est autostable, avec, donc ça fonctionne comme un arc, ça fonctionne comme une voûte, comme vous le voyez ici. En fait, les forces passent comme ça en arc de cercle, pour que le poids de la clé et cette volonté qu'elle a de chuter, évidemment, qui est contrecarrée par ces angles qui vont réaliser une poussée horizontale, soit équilibrée en fait par le poids propre de cet élément-là, de sorte à réaliser un élément autostable et contrebuté par lui-même. Alors le plan, vous le voyez, il est encore plus ouvert que le précédent, avec de nouveau en rose l'ensemble des éléments porteurs, ici le mitoyen en pierre massive, un ensemble de structures ponctuelles en pierre massive, et au milieu, en U, notre cage d'escalier. On est dans un cas, ici, d'un bâtiment extrêmement étroit, 9,50 m au pignon, 11 mètres au mur mitoyen, chaque centimètre compte. On est sur une construction très fine en pierre massive, des pierres qui font 25 cm d'épais, donc des épaisseurs qui sont comparables en tout cas à des épaisseurs de béton armé, et pourtant vous le voyez que sur un bâtiment à R+3, ça ne pose absolument aucun souci. Et là aussi, cette logique de plan libre, de ne pas entraver par la structure les évolutions futures, la flexibilité, avec donc, vous le voyez, un dispositif de distribution d'une cage projetée en façade qui donne accès à des coursives de distribution qui sont tout autant des coursives que des balcons orientés au sud et qui donnent accès directement à cette grande cuisine, salle à manger, à l'instar des cuisines dans les maisons rurales où on rentre dans cette pièce unique, cette pièce de vie qui est ici et de manière systématique resserrée, pincée et qui donne accès dans un second rang à toute une série de pièces de vie qui, elles, sont pièces de vie et chambres, qui sont, elles, généreusement orientées sur le Rhône. Alors, voilà un peu le parcours dans cette cage d'ascenseur escalier, ici, qui vous conduit à cette coursive, ce balcon sur la vie urbaine, et qui vous conduit dans les appartements, cet espace, cette typologie en baïonnette, qui développe cet espace de vie en diagonale, et qui vous conduit sur le Rhône, de manière très très grandiloquente. Alors, le principe structurel, je vous en ai parlé un petit peu, c'est la question de la construction en pierre massive en périphérie et les planchers bois collaborant en partie supérieure, enfin en plancher, pardon. Et vous le voyez en chantier ici, de nouveau quelque chose d'assez franc et assez simple. Vous voyez ici une pierre flottante, vraisemblablement la mise en œuvre du noyau central ici, tandis que le rez-de-chaussée est intégralement construit. Vous le voyez ici, ces arcs en plate-bande qui sont pour l'heure, puisqu'on vient de les mettre en œuvre, étayés, mais qui très vite seront désétayés et deviendront autostables dès lors que le mortier aura fait sa prise. Pour la réalisation de cet édifice, je vous parlais de la grille, de la rationalité, du rapport à l'architecture industrielle, cette efficacité. Pour autant, ce dispositif-là, il est inclus quelque part, il est inclus dans son contexte. Et les trois faces auxquelles s'adresse le bâtiment, elles sont complètement différentes.
On a une face sur rue, orientée au sud. On a une façade pignon. Alors là, on ne voit pas, mais cette façade qui est très petite, en fait, elle fait face à un très très vaste espace public, très très vide, au bord du Rhône. Et puis on a la face sur Rhône. Et ce que vous voyez ici sur cette façade pignon, c'est la capacité de la grille dans un registre qui est là pour le coup purement de l'ordre de la composition architecturale. Ce parti de rediviser la trame par deux, de faire des demi-trames, de sorte à verticaliser le pignon. Et même si on est dans un système de grille, cette grille, elle s'adapte aux relations particulières du contexte et elle vient développer ce langage vertical pour donner un petit peu plus d'ampleur à un bâtiment qui est finalement assez petit, si vous vous rappelez de la toute première image, face à un très très grand espace vide. Vous le voyez ici, un travail sur la masse aussi qui nous est permis avec la pierre, puisqu'on creuse dedans, et ces rapports dimensionnels que l'on vient chercher, de continuité entre des éléments porteurs qui sont dimensionnés pour reprendre des charges, des éléments de franchissement qui sont moins sollicités, et ce travail de couture dimensionnelle entre les différents éléments, dont vous retrouvez des éléments de résonance. Le demi-trumeau correspond à la face extérieure de la surface, enfin un tricotage dimensionnel qui donne de la cohérence à l'ensemble, avec des règles très très simples, mais qui donnent une belle homogénéité à l'ensemble. On parle beaucoup de la structure, on parle beaucoup de la construction en pierre, pour autant un bâtiment c'est évidemment pas que ça. C'est aussi l'ensemble des autres éléments qui fabriquent l'enveloppe de ce bâtiment, les menuiseries, les serrureries, les occultations extérieures. Et là aussi, on entretient, en tout cas on cherche à entretenir un rapport de continuité avec le lieu qui nous accueille. On est, comme je vous le disais, dans un secteur industriel de la fin du 19e siècle. On reprend donc à notre compte le code des éléments industriels, mais des éléments industriels de notre époque. Donc vous voyez, tous les éléments de ferronnerie, de serrurerie sont traités de manière très très minimale, avec un treillis soudé, avec une tôle pliée, tout à fait standard, traité en noir laqué, là aussi, dans cet jeu, cet aller-retour entre les teintes de fonte 19e que l'on applique à un produit purement industriel et standardisé de notre époque, pour créer ce lien, cette continuité, cette intégration dans le quartier et dans la continuité de l'époque qui a vu naître ce quartier. Dernier projet, c'est un projet qui est donc cette fois localisé en France, en Haute-Savoie, dans la ville de Sionzier, qui démarre par un projet de réhabilitation, enfin réhabilitation très lourde, d'une ancienne usine de décolletage en plein cœur du village, une usine qui est abandonnée depuis une trentaine d'années, qui a été passablement malmenée, à la fois par des désordres et à la fois par des actes de vandalisme et une pollution très très importante. Évidemment, c'est une usine de décolletage, donc en gros c'est de l'huile et des hydrocarbures qu'on fait couler en permanence sur des éléments de laiton ou d'acier qu'on vient raboter. Donc effectivement une pollution très 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 importante. Mais l'ensemble en fait des éléments qui étaient encore en place sur ce bâtiment nous ont permis d'en faire une restitution tout à fait fidèle, tant dans les proportions de menuiserie que dans la polychromie qui est aujourd'hui réalisée. Un projet donc de réhabilitation, transformation et d'extension pour réaliser un centre culturel, une médiathèque. Vous le voyez ici, le bâtiment ancien vient se loger ici, tandis que l'extension, réalisée en pierre massive porteuse aussi, vient se loger en partie arrière et se retourner sur ce qui, à l'époque, était un espace construit, ce qui est aujourd'hui la place principale de la ville de Sionzier, donc un grand espace vide. Et ce retournement, disons, de cette extension qui vient présenter un pignon, et qui vient présenter un pignon traité de manière monumentale, qui vient s'adresser cette fois à l'espace public. Ce n'est plus le pignon de l'usine, mais c'est la nouvelle façade de l'équipement public qui s'adresse à la place, avec cette grande colonnade, des grandes colonnes en pierre de Hauteville, des colonnes qui font 3,80 m de haut, vous le voyez, cette rigueur dans le dessin, ce jeu aussi dans le positionnement des éléments jouant de la perspective pour créer une façade complètement continue qui se termine par cette gargouille monumentale qui se rejette dans le foron,
avec, vous le voyez, comme je vous le disais, ce jeu dans le plan de positionnement en quinconce des colonnes d'entrée qui à la fois identifie un sas, une barrière, et nous indique que l'entrée est sur la gauche, et en même temps, au lointain, par le fait de la perspective, constitue cet élément totalement homogène et régulier de la façade principale. Vous le voyez ici, cet élément signale cette gargouille dans un fil de l'eau qui va de la toiture à l'avant-toit et qui ensuite continue sa vie dans le foron. Avec ici des aménagements intérieurs qui profitent des volumétries à disposition. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais qui en fait s'est étendu dans un second temps vers une réflexion beaucoup plus large en fait sur la reconfiguration complète du centre-ville, avec ici la salle des fêtes, l'ancienne mairie, la nouvelle mairie, et ici la médiathèque qui fait face à cet espace, à la géométrie étrange, traversé par le foron ici, qui se retrouve enterré dans cette partie-là. Bref, une somme de contraintes qui participent à la définition d'une géométrie vraiment très complexe de l'espace public, que l'on vient clarifier ou rendre un petit peu plus lisible par cette intervention notamment de cette vaste toiture de marché qui vient habiter cet espace, qui vient ponctuer ce parcours entre la nouvelle mairie et la médiathèque ici que vous voyez en fond. Cet élément qui est de bois massif, c'est le parti pris de projet. Bois massif, ça veut dire des dimensions particulières, des dimensions maximales dans les épaisseurs de bois. Ça veut dire aussi des longueurs maximales, en l'occurrence 9 mètres, qui obligent en fait à l'existence de structures ponctuelles verticales, de poteaux. Et vous voyez ici, là encore, de cette contrainte en quelque sorte que l'on s'est imposée, puisque le jeu ici c'est de n'avoir recours qu'à du bois massif. De cette contrainte, en fait, on en fait un élément de composition avec, vous le voyez ici, des rythmes différents, tandis qu'on est sur l'espace public et qu'on va chercher à guider le passant dans un parcours linéaire, ou plus généreux dans des rapports de transversalité beaucoup plus ouverts. On voit aussi une géométrie très rigoureuse, un triangle équilatéral, là aussi, pour contrôler et mesurer les forces, cette recherche de l'homogénéité dans le fonctionnement est aussi le garant de la réussite de ce genre de projet. Avec, vous le voyez, le principe mis en œuvre d'empilement, en fait. On crée une poutre à très haute inertie, donc très haute hauteur statique, par un assemblage de petits éléments qui viennent s'empiler en couches, se croiser pour diffuser l'ensemble des forces dans ce millefeuille qui fait environ 80 cm, qui est constitué d'une série de couches de bois massif, et au milieu de là, vous voyez ce poteau en fait qui est une nécessité du fait de cette dimension critique de 9 mètres, et qui devient un élément central, un élément particulier de l'espace public, un catalyseur autour duquel les enfants vont faire du vélo, autour duquel les activités populaires aussi sont organisées, avec donc ici l'illustration de cet empilement d'éléments de bois massif, de lattes, de tasseaux, qui se croisent et s'entrecroisent. Et un souci, toujours, d'intégration dans son contexte, même si on a cette approche rationnelle et liée à la géométrie, la dimension et l'usage de ces matériaux, ce soin, en fait, à venir faire varier, ou en tout cas altérer, la rigueur de la rationalité par une inscription, une altération de la forme, disons, en rapport avec des éléments du contexte. Ici, on est sur une petite rue qui donne accès à du pavillonnaire, donc on va chercher ici à ne pas afficher la monumentalité de l'ouvrage, de venir se rabaisser au maximum, tandis que, faisant face à l'ancienne mairie, un des plus beaux bâtiments de la commune, on va là chercher à ouvrir le bâtiment et donner à voir depuis le dessous, depuis le couvert, la beauté de ces édifices, et donc de s'ouvrir sur la ville, que vous voyez ici, avec cette colonnade ici resserrée qui renforce la perspective et donne à voir la médiathèque, ce grand défilé avec l'effet perspective plus la figure du triangle qui donne aussi un caractère un
monumental, un peu dramatique à cet espace, mais en même temps très familier, très domestique. C'est un espace qui est excessivement utilisé. On le voit ici dans sa configuration d'une abstraction de photos d'architecture qui fait plaisir, mais dans les faits, ce grand espace vide, c'est un espace qui a vocation à accueillir du public, et beaucoup de public. Il a été dimensionné, il a été façonné, et sa raison d'être, c'est essentiellement pour accueillir de nombreux festivals de musique à l'été ou d'autres rassemblements. Vous le voyez ici, et c'est devenu en fait l'espace de référence au niveau de la commune. C'est devenu tellement un espace de référence que c'est sous ce couvert qu'ont eu lieu les obsèques du maire qui a lancé ce projet, qui malheureusement a décédé au cours du chantier. Donc un espace qui est, de par sa simplicité, de par le rapport assez simple et évident qu'il entretient, je pense, dans sa mise en œuvre et aussi dans la géométrie qu'il propose, qui est devenu un vrai espace au cœur de la cité et qui, vous le voyez, est devenu un vrai lieu pour des manifestations qui peuvent être tout autant chargées de sens qu'un enterrement, que des activités plus populaires et plus ludiques. Pour conclure, je vais revenir sur cette marotte qui est l'accessibilité à la ressource. Cette carte de 1915 qui fait toujours un petit peu mal au cœur. Il y a des disparitions de carrières, il y a aussi des transformations notoires. Bon nombre de ces carrières en fait sont devenues des gravières ou, si le calcaire était de bonne qualité, des zones d'extraction pour les cimenteries. Et fondamentalement, ça change quelque chose. Ça change quelque chose dans les modalités d'extraction. C'est-à-dire qu'on n'est plus, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sur une découpe, on va dire, soigneuse et respectueuse du gisement. On est plutôt sur un processus plus invasif d'explosion, de dynamitage, qui a l'inconvénient, on va dire, de participer à la destruction interne de l'ensemble du gisement. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, quand bien même on voudrait réexploiter ces carrières de manière un petit peu plus vertueuse, eh bien, le gisement est mort, en tout cas il a été atteint dans sa structure même. Alors, c'est à la fois dramatique et c'est à la fois une opportunité, en tout cas c'est ce sur quoi on travaille, puisque aujourd'hui, finalement, en tout cas dans notre secteur, aux alentours de Genève, c'est moins le cas dans le sud, c'est moins le cas en région parisienne, mais néanmoins, c'est une réflexion plus globale qu'il faut mener. C'est de la pierre de cette nature-là, donc qui est issue d'un processus extractif par explosion, ou c'est de la pierre alluvionnaire, donc la pierre plutôt ronde, que l'on a en abondance et que l'on pourrait potentiellement exploiter. Ce que ça implique, évidemment, c'est des modalités de mise en œuvre complètement différentes. Et c'est aussi nourri par toute une iconographie, toute une documentation, hein, on n'est pas les premiers à se pencher sur la question, qu'en fait on mène cette recherche, une recherche qui a fait l'objet déjà d'une première bourse de recherche de la Confédération helvétique et aujourd'hui qui se poursuit avec l'Office de l'énergie en fait au niveau du canton de Genève et qui se base en fait sur qui cherche en fait à définir des nouvelles modalités de mise en œuvre de ce gisement, qui soit déchets de carrière ou qui soit issu d'un processus extractif invasif. On travaille pour ça avec les archives de la construction moderne de l'EPFL. Ici, vous voyez des très belles gravures de Piranèse. On s'inspire aussi de constructions qui sont développées massivement. Ici, c'est ni plus ni moins que le principe des fondations des grands édifices, enfin même de tous les édifices, de venir y creuser une tranchée, mettre de la pierre et y couler du mortier pour constituer une base saine et solide pour élever les ouvrages. Et puis on y retrouve aussi dans la nature des exemples de concrétions de différentes natures, des concrétions rocheuses. Ici, c'est la pierre Cepo di Grès, qui vient du nord de l'Italie et qui présente aussi ces faciès très hétérogènes, ou en tout cas composés d'éléments hétérogènes. Et donc, aujourd'hui, on explore la possibilité, de manière concrète, avec des préfabricants, de fabriquer des blocs de pierre naturelle à base de ces éléments de déchets de carrière. Alors évidemment, ça implique plutôt qu'impose une écriture architecturale un peu différente, une expression qui est évidemment plus brute, plus rustique, mais qui nous paraît tout à fait porteuse de sens dans la mesure où c'est
encore plus là une illustration de cette relation très très forte qu'entretient la possibilité d'un gisement, de la réflexion sur son bon usage et de l'intégration de tout ça dans un processus constructif qui tire parti des nécessités de notre époque, à la fois dans la performance environnementale que doivent avoir les ouvrages que l'on construit et en même temps dans leur inscription dans leur territoire. Voilà, j'en ai terminé.